Bonsoir plutôt à tous. Comment? Il n'y a pas beaucoup de son. Et là? Un peu mieux. Il y a plus de silence. Je vais faire au mieux. Donc bonsoir à tous et merci d'être venus. C'est nombreux. Nous allons assister à une conférence ce soir sur l'intelligence artificielle, mythe et réalité. Alors cette conférence est soutenue par la ville de Carcassonne à la demande de l'IUT et Madame de Nux, en charge de l'enseignement supérieur, s'excuse, prise par des engagements personnels. Donc on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? En fait, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, à travers des émissions aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et on commence à être entouré d'intelligence artificielle à travers des objets du quotidien. Comme, déjà, il y a les jeux, des jeux, on voit que même certaines machines commencent à battre de très bons humains. Dans les smartphones, on parle des moteurs de recherche intelligents, etc. Donc c'est vraiment quelque chose dont on entend vraiment beaucoup parler, qui est en pleine expansion. Et donc Mathieu Serrurier, qui est donc enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, à l'Université Paul Sabatier, va essayer de nous expliquer un petit peu tout ça. D'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un mythe, des réalités? Enfin voilà. Donc la conférence va durer à peu près 3 quarts d'heure, entre 3 quarts d'heure et 1 heure, au terme de laquelle vous pourrez donc poser des questions et comme d'habitude, il y aura un petit apéritif dînatoire en suivant à la salle à côté. Voilà, je vous remercie. Donc, bonsoir à tous. Peut-être ça marche sans le micro, vous entendez pas? Mieux. Parfait. On va le faire sans le micro du coup. Donc, déjà, merci d'être venu. J'ai plutôt l'habitude de parler à des étudiants. Donc, si c'est trop technique ou si vous pensez que c'est pas très intéressant, il ne faut pas hésiter à me le dire. Le but c'est que ce soit intéressant et pas trop ennuyeux pour tout le monde. J'ai essayé, mais je vous garantis pas le résultat. Par contre, il ne faut pas hésiter éventuellement pendant la présentation, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous voulez des détails et que j'explique, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre. Bon, après, il y a un temps pour les questions à la fin. Donc peut-être les questions, il ne faut pas le faire tout de suite, mais par contre, juste si vous voulez des précisions, s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair du tout, n'hésitez pas à me demander. Alors, l'idée de la présentation, ça va être d'essayer de comprendre comment on en est arrivé à l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui et d'essayer de comprendre un petit peu en fait qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle. Et à la fin, on va normalement aussi essayer de passer pas mal de temps à essayer de voir quel problème, qu'est-ce que ça résout, ça normalement on l'aura vu à peu près avant, et surtout quel problème ça commence à poser. Vu qu'il commence à y en avoir partout, forcément ça commence aussi à poser quelques problèmes. Et l'idée c'est de voir un petit peu d'où viennent ces problèmes et qu'est-ce que c'est. Donc, Il y a un bug. C'est tout. Alors, évidemment, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais le fait de vouloir construire une vie artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve depuis très très longtemps. On le retrouve dans la mythologie, on le retrouve très très tôt à partir du moment où les gens ont commencé à fabriquer des choses. Ils ont commencé à vouloir fabriquer des hommes artificiels, des robots, donc on a des automates hydrauliques en 300 avant Jésus-Christ, des faux oiseaux, des choses comme ça, donc essayer de construire des vies artificielles. On a des automates, des premiers ordinateurs qui apparaissent très très tôt, et donc on verra en quoi l'intelligence artificielle est très liée juste après à l'informatique justement. Et surtout dans la littérature, dans le cinéma, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, ça n'a échappé à personne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça existe finalement bien avant qu'on ait commencé à avoir des vraies applications en intelligence artificielle. Parce que finalement, les vraies applications en intelligence artificielle, on les a aujourd'hui.
Et la thématique de la vie artificielle, ou même des robots, tout ça intelligent, on les retrouve donc Frankenstein, c'est fin du XXe siècle, il me semble. Donc Asimov, c'est dans les années 50. Donc en littérature, on le retrouve très très tôt. Là, j'ai pas mis dans le cinéma, il y a Metropolis, un des premiers films. On a directement déjà un robot et une intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui préoccupe les gens depuis longtemps. Et finalement, qui préempte un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Et il se trouve que c'est complètement lié, en fait, l'intelligence artificielle au début de l'informatique. Bon, il y a plein de débuts de l'informatique, mais un des débuts, quelqu'un qu'on considère à la fois comme le père de l'informatique et le père de l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui s'appelle Alan Turing. Il y a un biopic il n'y a pas très longtemps sur lui, donc les gens le connaissent un petit peu plus. Donc c'est un mathématicien du début du XXe siècle, qui essentiellement au départ il a travaillé sur des problèmes de cryptographie. Donc il a aidé à casser la machine de codage Enigma qu'utilisaient les Allemands pour coder leurs messages. Et après il s'est intéressé à la formalisation de l'informatique, et justement en s'intéressant à la formalisation de l'informatique, ce qui l'a intéressé lui, c'est de parler d'intelligence artificielle. C'était vraiment son but pour lui derrière les ordinateurs, c'était ça. En fait, en gros, l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui, au départ, elle a été motivée par deux choses. La première, c'est les financiers, c'est-à-dire que les gens voulaient des calculatrices capables de faire des calculs qui ne se trompent pas, pour l'économie. Et finalement, la seconde chose, c'était l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on parle de lui. Moi, ça s'est pas trop bien fini pour lui. Après la guerre, il a été condamné pour homosexualité, il s'est suicidé. Et je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il me semble, il y a 1 ou 2 ans, que l'Angleterre s'est excusée pour ça. Il a mis un peu de temps. Donc, alors, pourquoi il est connu? Il est connu pour une première chose. La première chose qu'il a faite, c'était la machine de Turing. Alors c'est intéressant, c'est pareil, il a créé ça avant qu'on ait vraiment de vrais ordinateurs. Cette machine de Turing, c'est ni plus ni moins une façon d'écrire un programme informatique. Alors ce programme informatique, je ne vais pas rentrer dans le détail, même. Le programme informatique, en gros, il se passe comme ça. Ici, vous avez les données qui sont sur un ruban, puis vous avez juste une tête de lecture qui est capable de lire ce qu'il y a sur le ruban. Et en fait, on a cette chose-là qui est le programme qui va décrire qu'est-ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on lit sur le ruban. Là, on ne voit pas très bien, mais par exemple, s'il y a marqué si je lis 0, j'écris 0, je dépasse ma tête de lecture à droite. Si je lis 1, j'écris 1, je déplace ma tête de lecture à droite. Si je lis vide, donc rien, je passe sur cet état et je fais rien, etc. etc. Donc il décrit qu'est-ce qu'on fait à chaque état et on peut éventuellement changer d'état. Et avec ça, on va pouvoir décrire un programme. Ici, par exemple, cette machine de Turing-là, elle fait une addition en binaire. Je n'ai pas trop l'habitude de calculer en binaire, mais ça se passe à peu près de la même façon que quand on calcule en base 10. Et donc cette machine de Turing-là, elle fait ni plus ni moins qu'une addition. Alors on peut généraliser tout ça, on peut faire des trucs plus compliqués, comme celle-là, elle fait juste inverser un mot, par exemple. Bon, ça devient très compliqué pour faire des trucs très très simples. C'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça sert encore aujourd'hui comme modèle théorique pour un ordinateur. Et en fait, les ordinateurs fonctionnent comme des machines de Turing, alors qu'il n'y avait pas encore d'informatique. Donc juste pour c'est intéressant pour montrer, mais on ne va pas rentrer dans le détail dessus. L'autre chose pour laquelle il est connu, c'est le test de Turing. Le test de Turing, donc avant même, il avait formalisé ce que c'était qu'un ordinateur, mais on n'en avait toujours pas. Donc, et il s'est intéressé à qu'est-ce que serait qu'une intelligence artificielle et comment on ferait pour tester une intelligence artificielle. Donc là, c'est une image de Blade Runner. Pourquoi? Parce que dans Blade Runner, vous avez le film, il y a un test qui s'appelle Bandcurve, je sais pas quoi. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un test de Turing, en fait, qui existe. C'est quoi le test de Turing? Enfin, pas complètement ça, le test de Turing. Le test de Turing, c'est vous avez un examinateur et qui discute, en général, qui discute après avec un clavier, avec deux personnes. Une de ces deux personnes est un ordinateur, l'autre est une vraie personne. Et le but à l'examinateur, c'est d'être capable de dire lequel des deux est un ordinateur. S'il se trompe plus de 30%, donc il y a plusieurs examinateurs, s'il y en a plus de 30% qui se trompent, on considère que la machine de Turing a passé le test, et donc il a simulé vraiment un être humain. En 2014, il y a une première équipe de recherche qui a dit, toujours relativiser un petit peu, mais en tout cas qui a proposé un algorithme qui passait le test de Turing pour un enfant de 13 ans. C'est-à-dire qu'il se faisait passer pour un enfant de 13 ans et il a passé le test. On discute un peu, il y a plein de choses autour du test de Turing, mais qui sont pas... Enfin, c'est pas vraiment un test général, mais bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a coïncidé avec le début de l'informatique. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à faire de l'informatique, on s'est déjà posé ces questions d'intelligence artificielle. Alors, la première fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle,
c'était en 1956, donc pendant une conférence. Et en gros, les gens sont entendus pour définir ce qu'allait être une intelligence artificielle. Et c'est quoi, en gros, une intelligence artificielle? C'est quelque chose qui est capable de simuler le comportement d'un être intelligent, de reproduire le comportement d'un être intelligent, d'apprendre comme lui, etc., etc. Donc le but, c'est voilà, il doit pouvoir apprendre, il doit être capable de simuler ça. Et évidemment, dès qu'on met plus de 3 chercheurs au même endroit dans une pièce, ils finissent par pas être d'accord au bout d'une heure ou deux. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire dès le début, il y a eu 2 grandes approches qui se sont séparées et qui vont vraiment modeler ce qui nous arrive aujourd'hui en fait. Il y a une première approche, qui est une approche plutôt logique, donc inspirée justement des gens comme Turing et des choses comme ça, même s'il n'était plus là. Cette approche-là, c'est de dire, voilà, pour faire de l'intelligence artificielle, il va falloir apprendre à raisonner à haut niveau, d'écrire des langages de raisonnement de haut niveau, donc par exemple de la logique, et d'écrire les choses donc pour que le raisonnement ressemble à notre raisonnement à nous, à la façon dont on raisonne quand on réfléchit. Donc vraiment quelque chose de très haut niveau. Et la deuxième approche, c'est plutôt des gens qui se sont dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est imiter la façon dont le cerveau fonctionne de manière très biologique, très simple, et essayer de reproduire finalement un cerveau artificiel et pour faire des choses. Donc en 1950, on était là. Et donc ces gens-là, ils ont proposé dès 1950 le premier neurone artificiel. Je vous parlais de ça parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle essentiellement de réseaux de neurones. Et donc des choses qui ont été proposées à cette époque-là, finalement, d'une manière bien évoluée. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, le réseau de neurones, c'était quelque chose de très simple comme ça. Vous aviez, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment quelque chose de complètement numérique. On lui rentre des valeurs en entrée et il prédit quelque chose en sortie qu'on veut qu'il prédise. Ce qui est intéressant à montrer, c'est qu'il apprenait. C'est-à-dire ce réseau-là, on lui montrait des entrées et des sorties, il apprenait à reproduire tout ça. Donc c'était vraiment un processus d'apprentissage et ça imitait la nature. Donc on était très contents. Le problème, c'est que dès cette année, en gros, ils ont montré quelque chose qui a enterré les réseaux de neurones pendant 20 ans, à peu près. En gros, ils ont montré que c'était pas mieux qu'un modèle statistique complètement classique, en fait. Quelque chose qu'on connaissait déjà, ça faisait juste la même chose, mais avec une façon de lecture différente, et que donc, en gros, ça n'avait aucun intérêt. Donc ça les a enterrés, et on a oublié les réseaux de neurones pendant une vingtaine d'années, et c'est plutôt l'approche logique qui a gagné. Et cette approche logique, elle va plutôt, donc, c'était plutôt dans les années 80, on a beaucoup parlé de systèmes experts. Donc des systèmes experts, c'était vraiment, on prenait un expert, on lui demandait d'exprimer son nombre d'expertise, donc un médecin, comment il faisait pour faire tel ou tel diagnostic. Et on codait ça, on faisait des systèmes logiques comme ça, qui essayaient de décrire toute la connaissance de l'expert, et qui après donc étaient capables de raisonner et donc de faire des déductions comme l'expert, donc pour faire un diagnostic. Donc les gens ont beaucoup fait ça dans les années 80. Et finalement, ça a culminé, même si c'est pas exactement que ça, dans les années 90, avec Deep Blue. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça. Donc les années 90, qu'est-ce qui s'est passé de Deep Blue? C'est IBM qui a proposé un algorithme pour gagner aux échecs. Cet algorithme, il était plutôt dans l'idée des systèmes experts, enfin pas que ça, hein, mais dans l'idée de cette première branche de logique, donc c'est une première approche d'intelligence artificielle. Et pour le coup, c'est quelque chose de très brutal. C'est-à-dire que vous avez un système expert qui va dire en gros quels sont les coûts qui sont jouables. Et ensuite, on compte sur la force brute de l'ordinateur. L'ordinateur va tester entre 50 et 100 milliards de coups en 3 minutes, donc 3 minutes, et il va trouver le coup qui permet de gagner. Et en plus, dès qu'il n'y a plus que 5 pièces, il connaît toutes les parties possibles de 5 pièces, donc il sait exactement comment jouer. Donc ça, c'est le plus gros. C'était à peu près, c'est le plus gros succès de l'état de l'intelligence artificielle dans les années 90. En gros, ce qu'on savait faire très bien, c'était ça. Donc un joueur qui joue, je sais. Bon, le résultat était plutôt brillant, puisque il a battu Garry Kasparov. Donc je veux dire, alors qu'avant, les échecs, c'était considéré comme quelque chose de dur pour un ordinateur. C'était vraiment un cas où, voilà, on parlait d'intelligence artificielle, d'être capable de faire un ordinateur qui est capable de jouer à un jeu, et de le jouer de manière suffisamment bonne pour battre un champion. Alors, mais ça a aussi complètement montré les limites un petit peu de cette approche de l'intelligence artificielle-là. Pourquoi? Deep Blue, les gens ont dit, c'est pas vraiment de l'intelligence. Qu'est-ce qui fait que Deep Blue a gagné?
c'est surtout qu'IBM avait le plus gros ordinateur que tous les autres, ils pouvaient calculer très vite, et clairement, bon, voilà, c'était pas... Ok, il y avait des choses qui étaient liées à l'expertise, mais globalement, il n'y a pas de réflexion, c'est juste de la force brute, donc c'est pas ça. Et en même temps, les systèmes experts, on l'a un petit peu avant, dans les années 90, on a vu un petit peu les limites, c'était très compliqué à faire. Pourquoi? Parce que la logique, c'est pas quelque chose de très souple, donc c'est assez dur à manipuler. Et surtout, c'était très lourd à mettre en place, il fallait demander à un expert de tout expliquer, de tout. Mais les experts, ils savent rarement décrire la façon dont ils travaillent de manière très précise et très complète. Donc, en gros, ça ne marchait pas. Ce qui s'est passé, c'est que le seul truc qui a marché dans ces années-là en intelligence artificielle, c'est Deep Blue. Le reste, ça n'a juste pas marché. Donc, ça a enterré les choses. Et la conséquence, c'est que les gens en intelligence artificielle, dans les années 90, ont commencé à se dire, bah, va falloir prendre une autre approche. Et cette autre approche, c'est ce qu'on appelle l'approche par apprentissage artificiel, et ça va marquer un commencement de début des réseaux de neurones. Donc c'est quoi cette idée? Bah, cette idée, c'est que... Non. On va parler... Excusez-moi, ça il est en anglais. On va parler de machine learning, donc c'est d'apprentissage artificiel. Donc on va se dire, voilà, on va essayer de retourner un peu le paradigme. Plutôt qu'essayer de demander aux gens d'exprimer tout ce qu'ils savent aux experts, on va faire le contraire. On va essayer, on va avoir des données on en a pas mal, et on va essayer de construire les modèles dans l'autre sens, de les extraire des données. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est venu en frontière de plusieurs matières en même temps. Il y a des gens qui faisaient de l'intelligence artificielle, des précurseurs un petit peu classiques. Il y a des gens qui faisaient des statistiques, parce que mine de rien, c'est ce que font, mais en partie, la construire des modèles, c'est ce que font déjà les statisticiens. Donc, nous, c'est déjà faire des choses comme ça. Et il y a des gens qui faisaient des bases de données. On parle de big data là aussi, mais c'est un peu plus aujourd'hui, mais qui faisaient des bases de données. Pourquoi? Parce que eux, exploiter les données, ça les intéressait. Donc c'est un peu en confiance de tout ça. Et ça rassemblait un petit peu toutes ces compétences-là. Alors, ouais, c'est un peu technique, mais c'est pas grave. Ce qu'on essaye donc de différencier un petit peu des différentes approches, c'est que jusqu'ici, les systèmes experts, on peut les généraliser comme on peut parler de modélisation mathématique, même si ce n'est pas toujours des maths. C'est en gros une personne qui va écrire à la main le modèle. En météo, on trouve ça très régulièrement. Les météos, les physiciens, ils vont rentrer les équations qui sont liées au mouvement des nuages, au masse thermique, à tout ça. Ils vont créer le modèle grâce à leur expertise et après ils vont le simuler, ils vont faire des prédictions météo. C'est vraiment un modèle complètement basé sur l'expertise. L'apprentissage artificiel, c'est une approche un petit peu inverse. C'est par exemple, on va dire, bah voilà, je sais qu'il fait tel temps à tel moment, j'ai observé qu'il fait tel temps à tel moment et que l'état du ciel, il était de telle et telle façon. Est-ce que si on me donne plein de données comme ça, je vais être capable de faire un modèle qui, à partir des informations qu'il a, la température, plein de choses, va prédire la température qui va se passer après. Donc là, du coup, c'est le modèle inverse. On n'a aucune expertise, on a les données, et on essaie de construire le modèle et de prédire. Et donc ça, c'est l'intelligence artificielle telle qu'on l'a faite depuis les années 90, en fait. Et c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a explosé, enfin, qui explose aujourd'hui et qui fait qu'on a plein d'applications aujourd'hui. C'est celle, pour l'instant, qui marche. Alors, un des messages là, de cette présentation, c'est de vous faire comprendre que ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui, et ce qui fait qu'il y a quelques ambiguïtés, c'est qu'en fait, on ne fait absolument rien de compliqué. On ne fait pas des modèles qui font des raisonnements compliqués, au contraire, on sait seulement résoudre des tâches très très simples. Éventuellement, on va le combiner plein de fois, on va rajouter d'autres choses après pour en faire des choses, mais en fait, les modèles liés à l'intelligence artificielle, ils savent résoudre des problèmes très très simples. Ces problèmes, les trois problèmes classiques, au-delà des noms, apprentissage supervisé, non supervisé et renforcement, c'est des problèmes simples. L'apprentissage supervisé, c'est reproduire un comportement qu'on a déjà vu. L'exemple le plus simple, c'est le filtre de spam, qui est fait en apprentissage depuis longtemps. Un filtre de spam, elle va plutôt qu'avoir une règle pour décrire ce que c'est qu'un spam, on lui donne plein de messages qui sont des spams, et on lui dit ça c'est des spams, plein de messages qui ne sont pas des spams, il construit son modèle, et après quand on lui donne un nouveau message, il dit celui-là c'est un spam ou c'est pas un spam. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on lui explique ce qu'il doit apprendre, et il reproduit ce qu'il doit apprendre. La deuxième forme d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, où là, on lui donne plutôt plein d'informations, et il essaye lui-même de trouver des groupes qui se ressemblent,
Donc par exemple, on peut faire ça pour détecter des communautés dans des réseaux sociaux, par exemple, ou les assurances font ça beaucoup, construire des profils de clients, vous avez tous vos clients, on essaie de construire des profils qui se ressemblent. Donc l'étudiant qui ne gagne pas beaucoup d'argent, le commerçant, machin. Donc plutôt que de le faire à la main, ces catégories, ben, on va lui donner toutes les données, et il va les construire tout seul, parce que finalement, elles sont plus représentatives des données. Le troisième, qui est plutôt lié au jeu et à la robotique, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est plutôt faire des modèles qui apprennent dans un environnement. Par exemple, vous mettez un aspirateur dans une pièce, ou plutôt un robot sur Mars. A priori, il n'a jamais été sur Mars. Il va voir qu'il se débrouille pour faire une tâche. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire des actions. Et puis, si ça marche, et bah, du coup, il va continuer. Si ça ne marche pas, et bah, il va falloir qu'il modifie un petit peu sa réflexion pour qu'il fasse un petit peu autre chose. Et donc ça, c'est essentiellement les trois tâches qu'on sait faire en intelligence artificielle. On peut éventuellement les combiner, faire des choses, etc. plus compliquées, mais ce qu'on sait apprendre, on ne sait pas apprendre des choses beaucoup plus difficiles, plus simples que ça. C'est-à-dire, on sait bien le faire, mais c'est vraiment, aujourd'hui, les choses qu'on sait faire, et donc l'intelligence artificielle, telle qu'on en parle dans les films, ou choses comme ça, avec des intelligences artificielles généralisées qui traitent plein de problèmes différents en même temps, on ne sait absolument pas faire ça. En fait, on sait juste faire des intelligences artificielles très spécialisées qui résolvent un problème précis. Et après, il y a du marketing autour, mais globalement, voilà, l'intelligence artificielle généraliste qui va faire comme nous, qui va être capable de mélanger des informations, des sources, faire des raisonnements de types différents, on ne sait absolument pas faire aujourd'hui. Donc c'est un petit peu un truc qu'on entretient l'ambiguïté, on ne sait pas faire. Par contre, ça on sait faire, et c'est quand même super intéressant, on peut quand même faire plein de choses avec ça. Alors je vais revenir un petit peu, bon, voilà les applications qu'on fait avec ça, qui sont dérivées de ça, mais qui sont exactement des applications de ça. Si la reconnaissance de visage, bah là, avec le nouvel iPhone, c'est exactement ça, hein, apprendre à reconnaître le visage pour débloquer. Le visage, vous pouvez le bouger, etc., etc. Donc en fait, c'est lié, c'est des modèles d'apprentissage. Reconnaissance de parole, reconnaissance d'écriture. La reconnaissance de parole, c'est une des premières choses qu'on a voulu faire en intelligence artificielle. C'est une des choses qu'on a plus de mal à faire encore aujourd'hui, pour le faire vraiment correctement. Mais c'est les premières choses, se disait, bah voilà, une intelligence artificielle, ce qu'elle devra savoir faire, c'est comprendre ce qu'on lui raconte. On a déjà du mal aujourd'hui à transcrire ce qu'on raconte, donc comprendre, on en est très très loin. Transcrire, déjà, c'est un peu. Apprendre les préférences d'un utilisateur, bah ça, tous les sites de e-commerce, c'est la première chose qu'ils ont envie de faire, et c'est ce qu'ils font très massivement. On en reviendra plus tard. Apprendre à jouer, aux jeux de Go, on reviendra aussi, à d'autres jeux, les jeux en temps réel, les jeux vidéo, et tous les problèmes liés à la sécurité. Donc il y a plein d'applications qui sont en fait ni plus ni moins que des applications directes de ce que je vous ai présenté avant. Bon, qu'est-ce qui se passe aussi? Tous ces problèmes d'intelligence artificielle là, ils sont vraiment liés à des gros pôles industriels qui ont des gros intérêts dessus. Clairement. Donc pourquoi aussi ça a explosé? C'est parce que ça rencontre, vous savez, les choses, ça rencontre un petit peu des progrès scientifiques, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, et des intérêts industriels. Il y a clairement, là aujourd'hui, sur tout ce que je vous montre là, les intérêts industriels, on les voit tout de suite, hein, parce que c'est quasiment tout ce que vous avez dans vos téléphones. Et tout ce qui est lié au marketing, à Google, à la pub ciblée. Google, quand il fait sa source de revenus, par exemple, c'est la pub. Donc, son principal algorithme qui lui fait gagner de l'argent, c'est un algorithme qui est capable de prédire sur quelle pub vous êtes le plus susceptible de cliquer. Et il dépense des sommes colossales pour apprendre à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour d'investissement direct. S'il augmente d'1%, il gagne 1% de plus. Donc, il y a des vrais intérêts économiques derrière, du coup, ça a avancé plus vite que prévu. Mais c'est quand même des choses finalement assez simples, et on est loin de l'intelligence artificielle générale dont on parle. Alors je vais vous donner un exemple qui est plus simple, qui n'est pas très joyeux, mais qui est un modèle qu'on faisait au début des années 80, les premiers modèles d'apprentissage, qui sont en fait des modèles qu'on a modifiés maintenant et qu'on sait servir. Donc un truc très simple, c'était apprendre des arbres de décision. Donc apprendre des arbres de décision, par exemple, là c'est un arbre de décision qu'on apprend si on le fait travailler sur la base de données du Titanic. Donc vous avez la description des passagers, et s'ils sont vivants ou pas après le naufrage du Titanic, et donc le but c'est de prédire à partir de la description est-ce qu'il va être vivant ou pas. Et donc quand on lui donne les données, il apprend un modèle comme ça, et ce modèle qu'est-ce qu'il dit? Il dit si on est une femme, on a plus de chances d'être vivant, si on est un homme, si on est un enfant, si on est un adulte, dommage.
Si on a un enfant, on a plus de chances d'être vivant, mais après ça dépend de la taille de la famille. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, il a construit, cet exemple-là, il est réel, pour le coup, dans l'exemple qu'on fait tourner sur la base. Il a construit, bon, évidemment, il y a des modèles bien plus compliqués que ça en vrai, mais c'est exactement la même idée. Vous lui donnez les données en vrac, et il essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne s'en est sortie ou pas. Donc là, ça suit bien l'intuition. Hein. Il a appris les femmes et les enfants d'abord, là, clairement, c'est ce qu'il a appris pour le modèle Titanic. Si on fait un modèle plus compliqué, on voit par exemple que la classe dans laquelle on est va intervenir. En gros, plus on était dans une classe élevée, moins on avait de chances de mourir. Mais c'est quelque chose de classique, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le retrouver automatiquement avec un algorithme. Bon, les premières approches dans les années 90, dans les années 80, les réseaux de neurones sont revenus un petit peu en avant, parce que je vous avais dit au début, ce qu'ils étaient capables, c'était d'apprendre, sauf qu'ils étaient trop simples. Mais quand même, les gens se sont dit, les neurones, les réseaux de neurones, c'est quand même un truc sympa, parce que déjà, ça copie le cerveau humain, donc c'est plutôt attrayant. Notre cerveau humain à nous, c'est flexible, c'est adaptable. La logique, par exemple, ça n'était pas. Là, nous, l'humain, on fait bouger une image, il la reconnaît quand même, il bouge un petit peu un visage, il y arrive quand même, donc c'est quelque chose d'assez flexible, donc c'est sympa. Le cerveau, il est massivement parallèle, c'est-à-dire qu'il calcule plein de choses en même temps. Il fait ses calculs pas un par un, donc ça c'est chouette. Et surtout, il est capable d'apprentissage. Et on va copier, donc là la taille des réseaux de neurones, on n'en est pas là, mais on a une idée en plus, c'est bien, parce qu'on avait une idée à peu près de la taille, donc ce à quoi on devrait arriver informatiquement pour simuler un cerveau, donc c'est bien. Et il y a on va finalement copier la façon dont ça fonctionne dans le cerveau avec des signaux qui vont mettre d'autres signaux, etc. Donc comme je vous disais, le problème, c'est que les premiers réseaux de neurones, c'était trop simple, et en fait c'était des trucs finalement complètement classiques. Ce qui s'est passé dans les années 80, c'est qu'on est passé à autre chose qui s'appelle les réseaux multicouches. C'est plutôt qu'avoir des réseaux tout simples avec quelques neurones, en fait, en gros, on a commencé à grossir le réseau comme notre cerveau, à avoir plein de neurones. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des couches. C'est-à-dire qu'en fait, avant, pour simplifier, même si c'est pas très important, vous aviez que des neurones en entrée, des neurones en sortie, et rien entre les deux. Là, on a commencé à rajouter des étapes entre les deux, éventuellement plein. Donc ça, c'était chouette parce que ça avait plein de propriétés mathématiques, théoriques très importantes. En gros, c'était censé être flexible à l'infini, mathématiquement, c'est le cas. Mais une fois de plus, les réseaux de neurones sont plantés dans les années 80 parce qu'en fait, ils avaient beau être séduisants, on n'arrivait pas à les apprendre. C'est-à-dire qu'on arrivait à apprendre les modèles simples, mais on savait qu'ils ne servaient à rien. Et quand le modèle devenait compliqué, c'est-à-dire celui qui devait nous intéresser, et ben là, on n'était plus capable de les apprendre. Et du coup, finalement, ça ne servait pas trop. Donc dans les années 90 jusqu'aux années 2000, 2010, c'était plutôt des modèles statistiques ou des modèles type les arbres, comme je vous ai montré avant, juste comme ça, qui gagnaient. Et les réseaux de neurones, on n'en faisait pas beaucoup. Et ce qui s'est passé, et là, il n'y avait pas encore trop d'explosion aussi de l'intelligence artificielle dans nos vies à nous. Et ce qui s'est passé, donc une fois encore avec Visual Facebook, c'est en 2010, il y a eu deux choses qui sont arrivées en même temps. C'est déjà, on a réussi à débloquer les problèmes théoriques qui faisaient qu'on n'arrivait pas à apprendre les réseaux de neurones compliqués. Je disais avant, on n'arrivait pas. Là, on a compris comment faire pour en apprendre éventuellement des très très compliqués. Donc, déjà, ça c'était un projet, quelque chose qui était plutôt théorique. Mais ce qui s'est passé en même temps, c'est qu'on a commencé à rentrer dans l'ère du big data, c'est-à-dire on a commencé à avoir plein de données. Ça tombe bien parce que pour apprendre des modèles compliqués, il faut plein de données. Donc on est arrivé, on pouvait apprendre des modèles compliqués, et en plus, on avait les données pour nourrir ces modèles. Et en plus, on avait des capacités de calcul qui étaient accrues. Bah oui, parce que forcément, pour apprendre des modèles très compliqués, il faut des ordinateurs très performants. Et il se trouve qu'on a eu tout ça en même temps, et c'est exactement la conjonction de ces trois choses en fait. Une avancée théorique, des informations, enfin des données qu'on n'avait pas avant, et des capacités de calcul qui ont fait que ça a explosé et qu'on s'est mis à parler beaucoup d'intelligence artificielle en 2000. Et évidemment aussi, j'ai oublié de rajouter, des intérêts économiques très puissants. Donc dès le début, ces quatre grosses boîtes de Google, Amazon, Facebook et Apple se sont vraiment investis beaucoup sur ces thématiques-là. Ont investi beaucoup d'argent
Bon, parce que ça leur rapportait beaucoup d'argent, et on le voit aujourd'hui, hein, c'est encore les sociétés qui, dès que vous entendez parler d'intelligence artificielle, vous tombez quasi systématiquement sur une de ces quatre sociétés-là. Donc ils étaient là au début. Donc en fait, en 2010, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'explosion. En gros, on a vraiment eu, vous savez, en recherche, il y a des choses comme ça, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on stagne, les choses s'améliorent un peu, et d'un coup, en 2010, paf, il y a eu une énorme augmentation de performance, et plein de choses qu'on ne savait pas faire avant, et bien avec ces méthodes-là, on arrivait à les faire. Donc là, c'était pas mal. Donc je vais vous donner un exemple très simple de ce qu'on fait, classique de ce qu'on fait en réseau de neurones. Bah, on va lui donner des images. Donc là, il faut apprendre si huggable, ça veut dire est-ce que je peux lui faire un câlin. C'est un exemple. Donc, on donne des images, on lui dit est-ce que je peux faire un câlin. On demande à apprendre le réseau de neurones, est-ce que c'est dangereux de faire un câlin à ça ou pas. Évidemment, c'était pour s'amuser. Donc bah là, il détecte à 70% que ça, c'est plutôt une bonne idée quand on lui apprend. Là, sur une image, il détecte à 90% que c'est pas du tout une bonne idée. Là, c'est pareil, 77% c'est pas une bonne idée. Et là, 95% que c'est plutôt une bonne idée. Alors, évidemment, c'est un jeu, mais c'est pour vous montrer. Ça, avant, on ne savait pas le faire. On ne savait pas faire des choses sur des images. On savait faire des choses sur des choses simples, mais des images, on ne savait pas faire. Donc, on est capable de faire ces images, et ça a donné des applications qui sont des applications que vous utilisez tous les jours. La première application qui a été liée au Deep Learning, elle s'appelle Face Detection. C'est pour reconnaître les visages sur les images et après les taguer automatiquement. C'est ce que fait Facebook sur vos photos. D'accord? Vous lui filez une photo, il encadre directement les visages des personnes et éventuellement il les reconnaît. C'est la première application. Ça ne peut pas se faire. Ça a été une des premières applications du Deep Learning. Donc, les réseaux de neurones, en termes de termes, donc, les réseaux de neurones, ces méthodes-là, c'est justement ce qu'on appelle le deep learning. Donc, quand vous entendez parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, l'intelligence artificielle c'est plus large que ça. Et quand on entend parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, essentiellement en fait, on parle de ces méthodes-là. Ce sont des méthodes de deep learning. C'est vraiment ce qui occupe toute la sphère et ce qui pose quelques problèmes. Donc voilà un autre exemple. Bon ça je ne vais pas en parler, c'est plus compliqué. Donc par exemple, vous avez un autre exemple ici, donc c'est un algorithme de deep learning qui apprend à appliquer, on lui donne une image, cette image-là, on lui donne un style de tableau et il essaye de reconstituer l'image d'entrée avec le style du tableau. Ça s'appelle une fonction de transfert, c'est aussi un cas particulier de ce que je vous ai montré avant. Donc là par exemple, je lui donne ce tableau-là, je lui donne la nuit étoilée de Van Gogh et il me sort ma photo en nuit étoilée. Bon bah, ça c'est quelque chose que, en tout cas les plus jeunes d'entre vous utilisent régulièrement. Toutes les applis de modification de photos, de Snapchat, d'embellissement de photos, etc., c'est basé sur ces approches-là. Et ça, c'est aussi des approches liées à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones. Ouais, éventuellement, là, ça vous survend un petit peu le truc, hein, parce qu'on vous montre le cas où ça marche vraiment le mieux. Il y a des cas où vous mettrez d'autres images, ça donne des choses beaucoup moins sympathiques. Ouais, là, ça marche plutôt pas mal. Donc, bon, je ne vais pas du tout rentrer là-dessus, mais ça marche aussi très bien avec le texte qu'on n'arrivait pas à gérer avant. On a des réseaux de neurones qui traitent le texte, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a une grosse amélioration sur les traducteurs automatiques. C'est aussi des réseaux de neurones qui, à l'intérieur, qui travaillent. Avant, vous oubliez ce que j'ai mis dans le truc, mais avant les traducteurs automatiques, c'était pareil, c'était les linguistes qui travaillaient dessus, et on mélangeait plein de techniques, c'était vraiment une grosse usine à gaz. Avec les réseaux de neurones, c'est plutôt Google et Microsoft qui avaient ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à l'entrée du réseau de neurones plein de millions et des millions de textes. Elle a sorti les textes traduits. Ils ont appris au réseau de neurones à traduire le texte. C'est beaucoup plus brutal. Et il se trouve qu'éventuellement au départ ça marchait aussi bien, mais c'était finalement beaucoup mieux pour eux parce que c'était plus simple. Et maintenant ça marche même mieux. Donc c'est des choses qu'on a. Et le troisième que je voulais vous montrer, c'est, pour revenir à Deep Blue, c'est le jeu de Go. Alors là, vous l'avez tous vu il n'y a pas longtemps, c'était en 2015. Donc c'était DeepMind, qui est une filiale de Google, qui battait le champion du monde de jeu de Go. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde les jeux d'échecs, donc il y a 10 puissance 120 parties possibles. C'est beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on est capable de gérer avec un ordinateur. Vous savez déjà le gérer en 97. Maintenant, un téléphone portable, il va à Kasparov.
Par contre, le jeu de Go, c'est beaucoup plus compliqué. C'est 10 puissance 761 possibilités. C'est juste beaucoup plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, que tout plein de choses. C'est absolument impossible de résoudre le jeu de Go de la même manière que ce qu'on avait fait avec Deep Blue. C'est impossible. À l'époque de Deep Blue, ils avaient fait des parties de jeu de Go de la même façon, en faisant le même genre d'approche, et ça se faisait battre par n'importe quelle personne qui venait juste d'apprendre les règles. C'était juste pas possible, ça marchait pas. Et là, on a réussi à le battre. Pourquoi? Eh bien, en fait, ils ont appris différemment. Ils ont fait ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont utilisé donc l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'ils ont appris un réseau de neurones à jouer. Qu'est-ce qu'il a fait, ce réseau de neurones-là? Il y a deux étapes. Donc, je vous dis, c'est ce qui s'est passé avec AlphaGo. Donc, c'est un réseau de neurones très très compliqué. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Il considère le truc en image comme important. Mais il a deux phases. Dans un premier temps, on lui donne des parties jouées par les humains. On lui montre des parties jouées par les humains. Telle partie, on lui en montre beaucoup, toutes celles qu'on a. Ça, c'était pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après? On a pris les deux intelligences artificielles qui avaient appris avec les parties des humains et on les a fait jouer l'une contre l'autre. Et elles ont appris à se battre l'une contre l'autre. Donc petit à petit, elles ont fini par augmenter leur niveau. Et elles ont fini par battre. Cela dit, on n'est quand même pas très loin du truc de Kasparov, c'est que par rapport à Deep Blue, si vous voulez, les gens disaient ok, c'est un peu plus intelligent ce qu'il a appris à gagner. Ça, c'est sympa. Par contre, quand même, il faut juste quelques milliards de parties pour arriver à là. L'être humain, enfin le champion, là, s'il a fait 100 000 parties, c'est déjà énorme. Donc, je veux dire, on est capable de faire des choses très très bien, néanmoins, en termes d'apprentissage, on est beaucoup plus mauvais ici qu'un être humain. Le meilleur algorithme qu'on a aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus mauvais qu'un être humain dans sa façon d'apprendre. C'est-à-dire ses résultats sont meilleurs à la fin, mais par contre, il a juste joué 50 milliards de parties avant d'y arriver. Donc, c'est pas forcément un succès extraordinaire. Ça reste quand même un succès par la puissance de calcul, même s'il approche un peu de cul. Alors, ceux qui s'attachent aujourd'hui, donc ça reste quelque chose de facile, le jeu de Go, parce que c'est un environnement qui est simple, les règles sont simples, etc. etc. C'est beaucoup plus difficile, ce à quoi ils s'attaquent en ce moment, c'est par exemple les jeux vidéo en temps réel. C'est-à-dire qu'apprendre à gagner à un jeu en temps réel, et apprendre à gagner comme un humain. C'est-à-dire qu'apprendre à faire un programme qui gagne à un jeu vidéo, c'est très facile. Par contre, ce qu'ils font là, c'est que le programme, il joue en regardant l'écran. En filmant l'écran, donc il a la même information, il a une image, et il apprend à jouer comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Et donc ils travaillent dessus, mais là, pour l'instant, c'est pareil. Ils se font juste massacrer par n'importe quel humain, mais ça progresse. Je sais pas, ça fait combien de temps, à peu près? 10 minutes. Une demi-heure? Il reste 10 minutes. On a commencé à l'écart. On a commencé à l'écart, donc ça fait une demi-heure. Donc juste pour conclure un petit peu là-dessus, donc voilà un petit peu là où on en est dans l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on a vu. C'est juste pour vous dire que c'est à la fois quelque chose de très ancien, ça date des débuts de l'informatique, et en même temps, c'est quelque chose qui a explosé pour ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire pour une conjonction de plein de choses en même temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit un petit peu partout, parce que les progrès sont spectaculaires, ça marche, ça rapporte de l'argent, on les trouve partout, dans les téléphones, dans les voitures évidemment. Il y a une communauté très importante qui travaille sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, beaucoup d'industries qui travaillent dessus, donc forcément ça progresse encore plus vite. Par contre, et c'est là donc on va parler sur les problèmes que ça va poser, qui ne sont pas forcément les problèmes qu'on imagine, en tout cas avec les problèmes que la science-fiction avait imaginé quand il parlait d'intelligence artificielle. On a déjà plein de problèmes avec, et c'est des problèmes plus pragmatiques, et surtout des problèmes qui sont déjà présents aujourd'hui. Alors bon, là je vous dis, si un des trucs qui fait qu'il y a un succès important, même si je ne rentre pas dans le détail, quelque chose qui fait que le succès de l'intelligence artificielle est important, c'est qu'il y a aussi plein d'outils pour faire de l'intelligence artificielle qui sont en accès libre. Les algorithmes sont connus, il y a des utilitaires pour les utiliser, etc. etc. Donc en fait, la ressource pour faire soi-même à condition d'être un petit peu, de s'y connaître un petit peu évidemment, mais il y a les outils pour le faire. Ce n'est pas des choses qui sont secrètes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, en intelligence artificielle, la plus-value, c'est les données, ce n'est pas les méthodes.
Les méthodes, tout le monde les connaît. Ce qui fait la richesse des entreprises, c'est les données sur lesquelles ils les font marcher. Donc du coup, ce qui fait que ça explose aussi, c'est que finalement, les étudiants, et comme ça, peuvent s'y mettre assez facilement, parce qu'ils ont plein d'outils à disposition, et même plein de données à disposition. Alors, hop là. Les premières limites, c'est, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail du transparent, mais un des gros problèmes qui est venu très tôt, c'est que les 4 entreprises que je vous ai montrées au début, elles ont globalement vampirisé une grosse partie des ressources liées à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elles ont embauché une bonne partie des chercheurs académiques qui avaient fait les résultats de 2010, là, qui étaient liés à l'explosion. Ils ont tous embauchés, ils travaillent tous chez Google. Yann Lequin, qui était un Français, par exemple, un des 3 qui invente des trucs, c'est le directeur de la recherche chez Facebook. Donc ils les ont vraiment tous recrutés. Ensuite, le problème, c'est que pour faire du deep learning, il faut plein de données et beaucoup de puissance de calcul. Donc il se trouve, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces 4 sociétés-là, elles ont recruté les gens qui travaillaient dessus au départ, elles ont les données pour faire tourner les algorithmes, et elles ont la puissance de calcul pour le faire. Et globalement, ça pose un problème, parce que même nous, les universitaires, par exemple, on n'a pas autant de ressources qu'eux, et il y a plein de problèmes. Par exemple, la traduction automatique, c'est clair que ça ne sert à rien d'essayer de s'y mettre comme Google, on n'a pas les ressources pour le faire. C'est plié, on ne peut pas le faire, ça demande trop de temps de calcul, trop de données, on ne les a pas, on ne peut pas. Il n'y a que des grosses boîtes qui peuvent le faire. Il y a un premier problème aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu confisqué par ces grosses boîtes-là. Et donc, c'est un premier problème. Un second problème, qui va vous paraître pas forcément super crucial, et qui est pourtant très important, c'est que les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, donc le deep learning, on n'a pas de preuves mathématiques derrière pour garantir leur fonctionnement. Alors, la plupart, le commun des mortels, s'en fichent d'avoir des preuves mathématiques tant que ça marche. Ok, ça pose pas de problème tant que ça marche, si c'est pour taguer vos photos ou faire des trucs comme ça. Si on n'a pas de preuves mathématiques qui vont dire la preuve mathématique, en gros, ça veut dire je peux prouver mathématiquement que mon algorithme va bien se comporter, on va dire, dans 99% des cas. Mais j'ai un truc solide qui me dit je sais que ça va bien se passer et qu'il ne va pas se mettre à faire n'importe quoi, ou alors si ça arrive, ça arrivera très rarement, on contrôle du risque. On n'en a pas. Le problème, c'est qu'on commence à vouloir mettre ces choses-là dans des avions, dans des voitures, dans des centrales nucléaires, dans des choses comme ça. Les gens ont envie de le faire parce que ça marche mieux que les méthodes classiques. Donc ils se disent, ça marche mieux, il faut qu'on le fasse. Néanmoins, on n'a plus de garantie. Et là, ça pose un vrai problème. Donc ces méthodes-là, les gens ont foncé dessus parce que ça marche très très bien. Aujourd'hui, on se rend compte, mince, ok, ça marche très très bien, mais on a un problème pour garantir ça, et donc du coup, il y a les intérêts industriels qui se frottent un petit peu aux intérêts de la vie réelle derrière. Donc, c'est un vrai problème. Donc, les avions, les centrales nucléaires, il y a plein de problèmes comme ça. Et puis, il y a d'autres problèmes. Un autre problème très connu qui est un peu plus pratique. Et là, d'un coup, ça nous concerne beaucoup plus. C'est l'interprétabilité des résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, un réseau de neurones, je vous dis, le modèle finalement gagnant aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle une boîte noire. On ne comprend absolument pas comment il marche. Soyons clairs, on comprend mathématiquement, théoriquement comment il marche. Il n'y a aucun problème là-dessus, ce n'est pas de la magie. Par contre, quand il fait une prédiction, on ne peut pas expliquer comment il a fait cette prédiction. C'est ça, quand on parle d'interprétabilité, on ne peut pas. Les arbres que je vous ai montrés tout à l'heure, on comprend comment il est arrivé à une décision, on peut l'interpréter. Là, on ne peut pas. Et alors là, ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes. Il y a un point de problème que ça n'a pas posé, mais que ça aurait pu. Par exemple, il y a pas très long, il y a 2 ans, je crois, avec APB, vous rappelez-vous, il y avait l'admission post-bac, il y avait l'algorithme de l'admission post-bac. Les gens ont été tentés, ils n'ont pas fait, à l'époque, d'utiliser ces méthodes-là pour faire APB, c'est-à-dire, et franchement, dans l'idée, c'est plutôt pas mal. On se dit, voilà, on a plein d'expériences sur les retours d'étudiants après le bac, donc on va essayer de prédire où est-ce que l'étudiant réussira le mieux. Éventuellement, ça aurait pu très bien marcher. Et il y a eu par exemple le projet pour APB, on a demandé aux gens de montrer comment marchait APB pour pouvoir vérifier si on avait filé un réseau de neurones. Clairement, les gens ont été très embêtés parce qu'ils n'auraient jamais pu pouvoir expliquer pourquoi ils mettaient tel étudiant à tel endroit. Bon, ça s'est pas fait, ça va. Mais pour vous donner un autre exemple qui est lié à mais qui est plus récent, mais le concept aux États-Unis, ils sont un peu plus violents que nous là-dessus.
un des services d'État pour un État, je ne sais plus lequel, a utilisé un algorithme de deep learning pour prédire la catégorie ethnique d'une personne en fonction de son adresse. Donc c'est l'État qui a fait ça quand même. Donc en fonction de l'adresse, il prédisait la probabilité d'être afro-américain, hispanique, etc., etc. Évidemment, les associations ont hurlé, à raison, hein, et on leur a dit, bah non, les statistiques ethniques, on a le droit de les faire. C'est passé. Après, les assurances sont arrivées, elles ont utilisé cet algorithme pour caler la prime d'assurance en fonction de ça. Et ouais, il y avait de l'argent à faire, donc ils sont venus. Autre procès, et là on leur a dit, ah bah non, mais c'est prouvé que le risque est différent suivant les catégories ethniques, donc, et en fait, comment ils ont réussi à cater ça? Et bien justement à cause de l'interprétabilité. Il y a une personne qui est arrivée qui a dit, voilà, mon assurance a placé ma prime avec cet algorithme en fonction de la catégorie dans laquelle il pensait. Je veux pouvoir me défendre vis-à-vis de cet algorithme. Expliquez-moi comment il a fait cette prédiction. L'algorithme n'a pas pu expliquer, bah forcément, on n'a pas pu les experts, personne ne pouvait expliquer comment il a fait cette prédiction. Et du coup, ils ont cassé, ils ont interdit l'utilisation. C'était lié à l'interprétabilité, mais c'est tout à fait les choses qui se passent au cœur des problèmes juridiques aujourd'hui. C'est des vrais problèmes d'aujourd'hui. Pour vous donner un problème qui est le problème inverse, qui est arrivé il y a pas longtemps. Ce qui est sympa avec le deep learning, c'est qu'il suffit d'allumer la télé pour avoir un exemple de truc qui marche et un exemple de truc qui ne marche pas. Vous avez quelqu'un, un étudiant plutôt bienveillant, à la base il a fait une appli qui prenait une photo de la personne et qui embellissait la personne. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour apprendre? Ben, il a pris un réseau de neurones sur des personnes qui étaient considérées comme belles. Ok, pas de problème. Pour prendre des personnes considérées comme belles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des photos de mannequins et des choses comme ça. Il a lancé son truc, il voyait que ça marchait bien, c'était rigolo, c'était plutôt un truc fait. Ok, il était content, ça marchait bien. Et puis il y a des gens qui ont commencé à se poser, ils disent voilà, bah, le problème c'est que qu'est-ce que faisait le truc? C'est quand il y avait une personne qui avait la peau noire, ça blanchissait sa peau. Et donc les personnes sont arrivées et ils ont accusé la personne de racisme. Et en fait, non, c'est un problème d'interprétabilité. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui a fait ça, il ne savait pas comment marchait son algorithme. Enfin, il savait comment il marchait, mais il ne savait pas ce qu'il faisait pour rendre la personne belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait ce qu'on appelle un biais dans ses données. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris des photos de mannequins. Et ben aujourd'hui, les mannequins, ils sont majoritairement blancs. Donc qu'est-ce qu'a fait l'algorithme? Il a appris que la blancheur de peau était un critère de beauté. Et la personne n'a pas pu voir ça parce qu'il ne pouvait pas interpréter son algorithme. Et donc du coup, il s'est retrouvé. Il y a un autre exemple, la prédiction de criminalité, c'est pareil, ils avaient fait le même algo, enfin le même genre d'algo, pour faire des contrôles d'identité, toujours aux États-Unis évidemment, à partir de la photo, quelle est la probabilité que la personne ait plus de problèmes d'identité. C'est pareil, ils l'ont fait, ça marchait, et puis ils ont fini par se rendre compte que la seule chose que faisait l'algorithme, c'est encore une fois détecter si la personne a la peau noire. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement imité le biais des policiers aujourd'hui. Les policiers, ils arrêtaient systématiquement les personnes qui avaient la peau noire, donc l'algo, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que c'est ça. Ils s'en sont rendus compte qu'après, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas interpréter. Donc c'est vraiment ces problèmes d'interprétation-là, c'est vraiment important. Et on tombe sur un autre problème qui est pour le coup super important, c'est un très très vieux problème, qui est ressorti là il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'on appelle le problème du tramway, c'est un problème qu'on résout assez régulièrement entre nous. Bah, en fait, le problème du tramway, c'est plutôt la deuxième qui est intéressante, c'est les philosophes qui se posaient ce problème-là. Mais on m'a dit, ils vont faire dans le tramway, mais c'est pas grave. La question c'est, j'ai un bus qui arrive, il va tuer 4 personnes. Si je pousse une personne sur le bus, ça va l'arrêter, et je vais sauver 4 personnes. Est-ce que je le fais ou pas? C'est un problème éthique. On se dit, c'est un problème théorique, il n'y a pas de problème. Quand on est dans une voiture, on résout très souvent ce problème-là, rarement de cette façon-là, et par exemple, il y a des gens, quand un animal traverse, un chat par exemple, les gens ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des gens qui vont se mettre dans le fossé pour ne pas écraser le chat, et il y en a qui vont l'écraser sans se poser de questions. Et donc du coup, ça révèle exactement du même type de choix-là. Évidemment, on est vraiment dans un choix, on se dit j'écrase 5 personnes ou un landau, mais on est comme, ouais, bah, le problème c'est qu'on va rentrer dans des voitures autonomes. Les voitures autonomes vont devoir faire ce choix-là à notre place. Objectivement, elles vont probablement le faire très très bien. C'est-à-dire qu'elles vont en gros minimiser quelque chose qui va être, je ne sais pas moi, le nombre d'années gagnées à faire tel ou tel choix, etc. Donc, éventuellement, elles le font très bien. Le problème, c'est que le jour où elles écraseront quelqu'un,
on n'aura aucune façon de savoir pourquoi elle a cramé. Et du coup, il va falloir dire aux gens, vous allez rentrer dans une voiture, éventuellement elle va vous tuer, mais vous ne saurez jamais pourquoi. Et ça pose des problèmes légaux, clairement ça pose des problèmes d'assurance, ça pose plein de problèmes, et c'est vraiment un truc, Google en gros qui veut vendre sa Google Car, et il est très embêté avec ce problème-là. En gros, les gens disent, pour que ça passe ça, il faut que ce soit 1000 fois plus... les gens accepteront ça si on peut montrer que c'est 1000 fois plus sécurisant que de conduire soi-même. Sinon, ce que les gens estiment après. Hein, mais... Donc, ça typiquement, voilà, c'est des problèmes qu'on a autour de l'intelligence artificielle qui sont des problèmes, qui sont clairement des problèmes sur lesquels on est aujourd'hui. Voilà. Un autre problème qui est clairement... Non, ça c'est juste pour le truc sur l'interprétabilité, c'est juste pour vous montrer les travaux sur l'interprétabilité, c'est assez rigolo. On prend un réseau de neurones qui a appris à reconnaître des pintades, je crois, et on essaye de voir comment il interprète une image qu'on lui donne en entrée. Et en fait, ce qu'on voit, comment il interprète, c'est qu'il essaye en gros de placer des pintades partout, et s'il y arrive bien, il va détecter la pintade. Donc vous voyez, donc ça fait des trucs très surréalistes. Il y a un logiciel gratuit qui fait ça, qui nous montre, c'est assez marrant, mais le problème c'est qu'on ne sait pas faire mieux que ça pour l'instant, ça explique quand même pas grand-chose. Le dernier problème, c'est ce qu'on appelle un problème d'intimité différentielle, ou un problème de fair learning, ou ce qu'on veut. C'est tout ce qui est tout ce qui sont les problèmes liés à la vie privée. Donc là, c'est clairement un problème qui est très très chaud en ce moment, et qui n'est pas du tout la façon dont les gens l'imaginent. Aujourd'hui, les gens, jusqu'ici, la vie privée, c'était dire est-ce que je partageais ou non ma photo de beuverie sur Facebook pour qu'un éventuel employeur puisse la voir ou pas. Donc vous dites attention, ne faites pas n'importe quoi. Okay. Le problème avec les algos de machine learning, c'est pas qu'est-ce qu'on montre, c'est qu'est-ce que l'algorithme est capable de déduire qu'on n'a pas envie de montrer. Et vous avez un exemple qui est arrivé juste il n'y a pas très longtemps. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est des gens qui ont réussi à montrer qu'en observant le profil Facebook d'une personne, comment on l'utilisait, on était capable de prédire à 80% de la probabilité qu'il allait divorcer dans la prochaine année, je crois. Okay. Alors ok, ça paraît évoluer comme ça. Ce qui se passe, c'est que si on le fait, l'algorithme de Facebook le fait aussi, mais pas intentionnellement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte qu'éventuellement la personne, elle va être plus susceptible de cliquer sur une pub pour un site de rencontre, ou de cliquer sur une pub pour un avocat pour le divorce. Et en plus, Facebook, ça va faire un peu peur, parce qu'éventuellement, les gens pourront dire attendez, moi j'avais pas envie de divorcer, mais Facebook, il n'a pas arrêté de me proposer des agences de rencontres là, donc à un moment, c'est de sa faute. Bon. Le problème, c'est typiquement un problème comme ça. Vous avez un truc qui est arrivé il n'y a pas longtemps, même si les résultats sont clairement plus contestables qu'ils sont problèmes, vous avez dû certainement entendre parler, il y a une. Je ne sais plus quelle université, ils ont fait un algorithme pour prédire si une personne était homosexuelle ou non, juste à partir de sa photo. Et ils y arrivaient à 80%. Alors, clairement, il y a des biais. Enfin, les gens ne sont pas forcément d'accord sur la validité de ce qui a été prouvé, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est il y a des choses qu'on est capable de prédire avec vos données que vous n'avez pas forcément envie enfin, qui ne sont pas forcément... Par exemple, vous êtes en Chine, vous pouvez éventuellement prédire si vous êtes un opposant, si vous avez des chances d'être un opposant ou pas. Ça peut poser des vrais problèmes. Et donc ça, les trois choses que je vous ai montrées, c'est vraiment les problèmes qu'on a, et c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui. Pour de vrai, ça se passe déjà en ce moment. C'est déjà ce que fait Facebook, c'est déjà ce que fait Google. Quand ils utilisent vos mails pour prédire, il ne le fait pas forcément explicitement, mais il le fait quand même. Par exemple, si Google prédit en regardant vos mails que vous avez envie de changer de boulot, et ben, il va vous prédire, il va vous proposer plein de trucs d'offres d'emploi. Si votre patron passe derrière, il faut se poser un peu de questions. Donc je veux dire, il y a des vrais problèmes comme ça, et ça vous est tous arrivé quand vous vous baladez sur un site, il se met à vous proposer un produit auquel vous avez pensé ou auquel vous avez parlé. Et vous dites mince, comment il sait ça? Bah, c'est un petit peu gênant si ce n'est pas un produit que vous avez envie de montrer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est des vrais problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un petit peu dépassé. Non. On m'entend ou pas? Non. Bon voilà, c'est un petit peu pour conclure, donc c'était pour finir là-dessus. Donc clairement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on y est. La grosse différence, c'est qu'on n'y est pas du tout comme on l'imaginait dans la science-fiction, des choses comme ça. On est vraiment très loin de faire des robots autonomes, des robots autonomes qui font des
ménage là, pour l'aspirateur, ok, ça marche. Mais des robots autonomes généraux qui font comme nous, c'est-à-dire qui font une intelligence artificielle générale, on en est franchement très très loin. C'est que même les chatbots qui répondent, en fait, sont entraînés, même Siri, il n'y a pas de raisonnement, par exemple, derrière Siri quand il vous propose des trucs. C'est une grosse base statistique qui va essayer de trouver la réponse la plus susceptible de vous convenir par rapport à toutes les conversations qu'il a eues. Mais il ne raisonne pas, il n'y a pas de raisonnement de la manière dont on fait nous. Donc, il y a déjà plein de choses qui marchent, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, et du coup, comme c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, il y a plein de problèmes qui arrivent qu'on n'a absolument pas anticipés. Les gens commencent à se poser des questions. Aujourd'hui, les juristes, par exemple, commencent à se poser ces questions sur comment on va faire des lois pour réguler ces choses-là. Comment on va garantir que vous allez traiter de manière équitable par un algorithme. C'est déjà le cas, quand vous vous connectez sur le site SNCF, il prédit le prix que vous êtes plus, enfin, le prix change en fonction de la personne. Et ça, du coup, c'est fait avec des algorithmes de prédiction. Et aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que ce soit fait de manière équitable. En fait, c'est même carrément pas fait de manière équitable. Amazon, en France, il n'a pas le droit de le faire, mais aux États-Unis, suivant le quartier où vous habitez, ils changent le prix. Dans un quartier plus riche, il vous fait payer plus cher. Ça marche. Donc voilà. Donc, les risques à court terme, ils sont clairement là. Alors, on entend plus parler donc, de ce que parle Elon Musk ou Dawkins, donc des problèmes à long terme d'intelligence artificielle, la singularité, donc on pense que l'intelligence artificielle dépassera l'humain et tout. Pour l'instant, on en est franchement très très loin de ces problèmes-là. Et on a déjà plein de problèmes à régler, genre tout de suite, en ce moment. Quoi. Des problèmes qui ne sont pas réglés et qui se posent déjà. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je crois que je suis dans les temps. Voilà, je vais m'arrêter. Merci. Si les gens ont des questions, on a un petit peu de temps. Des questions. Rebonsoir, ça sera peut-être mieux sans le micro. Vous avez parlé tout à l'heure sur la diapo des algorithmes pour les échecs ou le jeu de Go. Aujourd'hui, on sait que le jeu de Go, le jeu d'échecs ont plus de possibilités, par exemple, qu'il y a de particules dans tout l'univers. Donc les possibilités sont beaucoup plus grandes que la pratique peut nous faire faire. Vous avez parlé de ces algorithmes, maintenant le machine learning battait des anciens algorithmes logiques. Il y a 2 jours, il y a un algorithme. Il battait des humains. L'algorithme logique il marchait juste pas. Oui, tu battais des humains, il y a une compétition entre les deux. Hier, il y a. Donc, il me semble que c'était. C'était Stockfish qui est le meilleur algorithme des échecs. Il y a quelques jours, il s'est fait battre par un autre logiciel développé par Google. Et donc du coup, ce qui m'amène à vous poser la question, c'est qu'aujourd'hui, vous parliez de 50 milliards de parties faites. Aujourd'hui, le nouveau type de machine learning est capable de battre un autre machine learning en moins de 4 heures. Qu'est-ce qui fait la différenciation entre les deux machine learning? Est-ce que c'est le nombre d'apprentissage? Est-ce que c'est le nombre de données qu'il emmagasine? Non, alors il y a clairement entre Deep Blue et donc les approches là, c'est juste des approches qui ne marchent pas pareil. C'est-à-dire que les approches par Deep Learning, elles ne vont pas apprendre, elles ne vont pas tester des coups en fait. En vrai, elles le font un peu, mais elles ne vont pas tester tout plein de coups possibles et voir si elles vous gagnent. Elles vont identifier, elles vont regarder le plateau, elles vont prédire le meilleur coup. C'est ça. Après, pourquoi il y en a un qui marche mieux que l'autre? C'est tout simplement parce que c'est très très dur d'apprendre des choses comme ça. Il y a plein de paramètres, un réseau de neurones, il y a plein de paramètres à gérer, il y a plein de choses à bidouiller, à tester pour apprendre ça correctement. Il y a plein, je vous les présenter simplement, mais on ne met pas les données et on le fait apprendre et ça marche. Enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'expertise. Donc 2 algorithmes qui marchent l'un de l'autre, c'est juste des gens qui ont passé plus de temps à appliquer la même méthode, mais en essayant de l'appliquer de manière plus ou moins maligne. Et ça peut être aussi une question effectivement, de puissance de calcul. C'est-à-dire que
celui qui a le plus de puissance de calcul, il est clairement avantagé, parce qu'il pourra passer plus de temps à apprendre, et donc il aura un modèle qui pourra tester et apprendre plus de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des algorithmes qui font, qui expliquent la puissance d'apprentissage, qui expliquent la puissance de calcul, qui expliquent ça pour faire ça? Grosso modo, un algorithme, il a besoin de faire moins de parties. Non. Aujourd'hui, clairement, pour AlphaGo, hein, c'est une équipe de 150 personnes. Il y a un algorithme pour apprendre tout seul, mais tout ce qui tourne autour, la façon de le faire, choisir les réseaux neurones par exemple. Là, je vous ai montré le truc, mais il faut choisir la structure. Aujourd'hui, on ne sait pas construire automatiquement des structures. Donc, il faut dire à la main, il y a tant de neurones là. Enfin, en gros, il faut donner une structure. Et cette structure, elle a beaucoup d'impact. Et donc, les gens, les chercheurs appliqués passent beaucoup de temps à trouver les structures. Globalement, hein, c'est pas un neurone près, mais à trouver les structures qui marchent le mieux, les façons de les apprendre, il y a des subtilités, des choses comme ça. Donc, c'est plus de l'ingénierie. Par contre, on n'a pas de méta-algorithmes, c'est des algorithmes qui apprennent à apprendre. Ça existe sur des problèmes simples. Vous apprenez un truc qui apprend à puissance 4, ouais, peut-être que vous pourrez le faire. Par contre, il apprend à des jeux compliqués. Aujourd'hui, on a déjà du mal juste à apprendre. Il arrive très bien, mais mine de rien, je vous dis, 150 personnes qui travaillent dessus, enfin, c'est pas du tout, c'était pas facile, quoi. Donc, on a déjà du mal juste à faire ça. Donc, non, le truc qui apprend, on les aimerait bien, mais clairement, on n'en est pas. Ça demande un coup de calcul. En gros, il faudrait tester plein de méthodes. Comme si une méthode met 3 semaines à arriver au résultat, tester plein de méthodes, ça fait plein de fois 3 semaines, et à un moment, ça devient très très. Donc, en gros, c'est pas ça. On aimerait bien, mais on n'a pas la capacité intellectuelle pour ça. Vous avez parlé du monopole, en fait, du fait que les grands groupes industriels ont récupéré, ont monopolisé pratiquement toute la recherche et qu'il n'existe pas aujourd'hui d'État, d'université qui ait autant de moyens de développer les recherches en cours. J'ai pensé à une chose, c'est que vous savez comme moi que bien souvent, les progrès techniques et scientifiques se traduisent, pas qu'en positif, se traduisent aussi en négatif. Et je pense à l'armement. Je pense à ça parce que récemment on a vu à la télévision ces fameux robots tueurs et qu'on dote d'intelligence artificielle, sont capables de repérer l'ennemi et de tuer quelqu'un. Donc qu'est-ce que vous pensez de... Ah mais c'est clairement, les algorithmes qui font ça, c'est clairement les algorithmes que j'ai présentés que je présentais là. Donc oui, ça fait partie de tous les problèmes éthiques qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a juste pas de législation. Donc l'armée, éventuellement, s'il y a une personne qui a plus de moyens que Google, c'est l'armée. Et donc l'armée dépense aussi beaucoup de sous pour faire ce genre de choses. Avec tous les... Alors les problèmes éthiques, de faire une intelligence artificielle qui tire tout seul sur quelqu'un, déjà, il y en a pas mal. Et en plus, les problèmes dont j'ai parlé avant, c'est qu'en plus, on ne peut pas garantir qu'elle va fonctionner correctement. Donc oui, ça pose plein de problèmes éthiques, c'est clair. Le truc, c'est que, comme je vous disais, le problème, c'est que c'est difficile de contrôler ça, parce que les algorithmes, ils ont été proposés par des scientifiques, les méthodes, elles sont publiques, les gens les connaissent globalement. C'est pas quelque chose, c'est pas comme la bombe nucléaire, c'est pas quelque chose de secret. Ce qui est dur, c'est de faire l'application qui va avec, avoir suffisamment de données, suffisamment de calcul. Mais ça, c'est difficile à contrôler. Et donc, effectivement, l'armée qui servait à tout comme ça, je pense que, du coup, je ne sais pas, puisque je pense que c'est clairement une réalité, enfin, je veux dire, c'est sûr. Les États qui s'en servent pour surveiller les réseaux sociaux et trouver automatiquement les gens qui posent des problèmes, c'est déjà sûr aussi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on sait qu'on peut le faire, il y a des gens qui le font, c'est obligé. Donc, oui, ça pose clairement un gros problème, mais je veux dire, là, on sait déjà très tard. Là-dessus, maintenant c'est le législatif qui peut arriver, mais en termes de recherche scientifique, on a déjà, sans forcément le vouloir, hein, parce que les gens qui l'ont fait, l'exemple sur lequel ont travaillé les gens aujourd'hui, c'est détecter des nombres sur une plaque pour reconnaître les codes postaux. Pendant longtemps, ça a été le truc principal. Donc, le gros progrès, le premier, s'est fait là-dessus. Les gens, ils n'avaient pas un intérêt, c'était des choses très pragmatiques et très simples. Non, une fois qu'ils ont fait ça, c'est trop tard. C'est parti, et nous, en tout cas, scientifiquement parlant, c'est clair que c'est grillé, on ne peut pas contrôler.
Maintenant, il n'y a plus que l'État qui peut... Donc c'est clairement un problème d'éthique, hein, je veux dire. Et là, des problèmes d'éthique avec l'intelligence artificielle, il y en a juste à tous les coins de rue, parce que personne n'a vu la chose venir. 2010, en termes de recherche, c'est très jeune. Donc, je veux dire, et c'est plutôt assez rare d'avoir des explosions de la recherche comme ça, qu'on tout de suite... Et la recherche scientifique 2010, les premiers résultats appliqués, utilisés, 2012, enfin 2011-2012, c'est arrivé tout de suite, donc en gros personne n'a vu ça venir. Et là maintenant, c'est pas trop tard, mais il faut rattraper le retard. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc du coup, clairement là, tout ce qui est judiciaire, c'est complètement à la traîne, même éthique, les questions commencent à se poser que maintenant. Oui, donc la technique et la science ont dépassé l'éthique pour le moment. Ah ouais, donc là, les plus terribles, je pense, ils sont allés... Une question du même ordre, parce qu'on a vu une émission semblable hier soir sur Arte, c'est la sécurité des centrales nucléaires en France. Et sécurité avec un tout petit S, hein, parce qu'il y a plein de failles, plein de problèmes. Et là, je crois que l'intelligence artificielle appliquée à des robots ou à des drones, c'est vraiment un danger à ce niveau-là. Si c'est un livre pour ces algorithmes, qui nous dit que peut-être demain des terroristes pourraient s'emparer de ça et prévoir des robots, des drones capables de psychologie. Je pense qu'ils sont déjà capables de faire ça, déjà. Mais en fait, alors globalement, un truc plutôt rassurant, j'ai eu une réunion hier avec Airbus et Thales, et eux quand même se posent globalement la question aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des procès, donc les industries se posent la question aujourd'hui de comment ils peuvent certifier ces algorithmes-là, donc en gros comment le faire dans des conditions qui soient safe en termes de sécurité, où on puisse garantir des choses. Donc les gens quand même, comme pour les voitures autonomes, ils savent par exemple qu'ils doivent se poser la question, sinon ils ne les vendront pas, pour des raisons pragmatiques, hein, mais sinon ils n'auront pas le droit de les mettre sur. Après, pour tout ce qui est dérive, le problème c'est qu'éventuellement c'est pas très dur. Tous les outils sont en libre d'accès, sont pas très durs à faire marcher. Oui, bonsoir. La semaine dernière, il y a eu Homme augmenté, intelligence artificielle et robots. Donc c'était une semaine à Toulouse, c'était passionnant, j'étais dans le public. Donc j'ai eu le temps de débrouiller. L'éthique est là, mais dans tout comportement. Quand on a une épée, il faut savoir que Gengis Khan Pékin a brûlé a fait des bûchers avec le feu, avec l'épée. C'était un outil à l'époque, l'arc. Puis il y a eu le stylo, puis il y a eu Frankenstein. L'homme a augmenté ses lunettes. Là. Si je ne suis pas avec ses lunettes, c'est déjà un outil augmenté pour moi. Je ne pourrais pas me diriger, je ne pourrais pas conduire. Donc jusqu'où va l'homme augmenter, puisque là je viens d'avoir la photo d'un homme qui était amputé des deux bras, et grâce à l'intelligence artificielle et les robots, après apprentissage, il a retrouvé ses deux membres. Il y avait quelque chose d'intéressant dans un des ateliers à Toulouse, c'est qu'un médecin qui est responsable d'une zone de plage, où il y a des noyades. Depuis qu'il fait coupler les drones, il a 0 noyade. Ça fait des enfants sauvés et des parents contents. Donc il y a l'utilisation militaire et l'utilisation civile. Il est évident que si des civils utilisent des robots à des fins criminelles, c'est puni déjà. Que ce soit avec une épée, un revolver ou avec des technologies nouvelles. Si c'est des militaires, c'est déjà là. Donc je discutais avec les responsables de l'aviation civile, est-ce qu'on va laisser dans les mains des militaires ce qui se fait déjà, de toute façon? Bon, non. Donc on voit les clones, on voit le petit robot aussi qui est grand comme cet objet. Donc il aura le dossier médical, donc problème de big data. Mais si une personne âgée tombe chez elle, il a tout de suite son dossier médical et il prévient les secours. Mais dans la maison où il y a la personne âgée, il peut très bien aussi surveiller le bébé, s'il dort. Donc s'il y a un problème avec le nourrisson, il prévient les parents. Les tâches aussi quotidiennes, on en discutait. Donc ne laissons pas non plus les problèmes des militaires qui nous ont toujours posé problème, qui se les résout, hein, et tirons ça plutôt vers l'utilisation civile, ce qui va nous servir. Puis il y a plein d'autres... vous allez un petit peu rigoler, on a eu un atelier sur les robots sexuels au Japon, qui a duré une demi-heure. C'est déjà en place, c'est déjà en vente. Donc c'est pour dire quoi? Ah oui, je vais conclure. Hein, c'est le comportement. C'est-à-dire on arrive sur une intelligence artificielle qui a un comportement
d'humains, et il y a des comportements d'humains qui sont condamnables, et d'autres qui ne le sont pas. Donc je pense à la chirurgie par distance, là quand on était dans les îles, à les opérations qui se passent à distance. C'est quand même formidable comme apprentissage pour les chirurgiens. L'aviation civile aussi, j'ai vu les tours de contrôle des jeunes ingénieurs qui travaillent pendant 3 ans. Ils doivent travailler sur des simulations de cyclones, de tempêtes, pour qu'on puisse voyager dans des avions en toute sécurité. Tout ça, c'est des big data qui les... Après, bon, on passe à la pratique, mais toujours avec un ancien côté pour la tour de contrôle. Donc, on voit que ça envahit notre vie, que c'est plus un stylo, que c'est plus seulement qu'un iPhone. En quoi ça peut nous servir à nous, et ce comportement est-il éthique? Et s'il n'est pas éthique, ben, il sera condamné juridiquement. Donc on voit que ce soit le comportement d'une intelligence artificielle ou le comportement d'une entreprise et d'une personne auquel on est confronté. Et vous-même, vous travaillez peut-être sur ces problématiques-là. Je suis d'accord, effectivement, sur le point. Je ne ferais pas de recherche en intelligence artificielle si je ne pensais pas qu'il y avait des choses. C'était que pour faire des drôles qui tuent les gens, j'en ferais pas. Donc, clairement, effectivement, il y a des choses condamnables et des choses directement condamnables. Il y a plein de choses qui sont très très bien. Ça, il n'y a pas de doute. En fait, c'est pour ça que j'essaie de passer là. Le problème, c'est vraiment, aujourd'hui, il y a des choses qui sont entre les deux. C'est que comme on ne comprend pas vraiment comment les choses se passent, vous avez des algorithmes qui peuvent faire des choses condamnables. Je vous dis avec le divorce ou des choses comme ça. Pas directement, mais ça peut être plus compliqué. Il peut y avoir des agissements, qui sont globalement mauvais, avec des institutions en dessous qui ne le sont pas forcément. Surtout quand il y a des trucs économiques derrière. Mais par exemple, ils ont fait des exemples de simulations où ils essayaient de... Ils avaient mis 2 intelligences artificielles qui essayaient qui étaient en concurrence et qui essayaient de réguler des prix. En disant ça va être optimal. Donc ça va être très très bien. Qu'est-ce qu'elles ont appris? Elles ne se connectent pas et elles ne communiquaient pas. Elles ont appris à communiquer d'une certaine façon de manière à augmenter les prix en même temps. En gros, elles ont appris à faire une entente. Alors que l'idée au départ était plutôt de se dire on va les mettre face à face pour qu'il y ait une concurrence équilibrée et non faussée, donc quelque chose qui est plutôt une bonne chose, qui devrait plutôt tirer les prix vers le bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé exactement le contraire. Donc il y a le problème aujourd'hui, c'est là où c'est quand on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas, ça passe à l'humain. On déconnecte la machine à ce moment-là et l'humain va prendre la décision, comme le militaire avec le casque, le casque des avions de chasse. Il y a plein d'informations, mais c'est dans des cas de doute, la machine est déconnectée, c'est l'humain qui prend la décision. Il y a des cas où c'est plus dur. Par exemple, les voitures, ils savent qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'une voiture, si elle n'est pas 100% autonome, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si à un moment on donne la possibilité de rendre le volant à quelqu'un, on est sûr qu'il va mourir parce que de toute façon ils sont en train de jouer avec son iPhone, de regarder la télé ou de faire un truc comme ça, parce qu'il va prendre l'habitude d'avoir confiance dans la voiture, et si une fois tous les 1000 heures on lui fait un truc, on est sûr qu'il ira. Ça c'est juridique, c'est punissable. Les cours de justice sont pleins d'incertitudes. Mais elles ne savent pas répondre encore, elles n'ont pas dit. Il va y avoir toute une jurisprudence. Ça va faire fonctionner les nouveaux avocats, les avocats. Bonjour. Je suis présenté. En partie, je vais vous apporter une ou 2 interprétations. Je suis juriste. Je travaillais en droit des nouvelles technologies dans un centre de recherche avec contrat avec des entreprises du genre EADS, etc. Alors, je peux vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne travaille pas de la même façon en France aux États-Unis, tout simplement parce que vous avez des données multiples, ce que vous pouvez faire aux États-Unis, vous n'avez pas en France. Un exemple tout bête. Pour l'apprentissage de reconnaissance de visage par caméra. En France, vous ne pouvez pas prendre des photos dont vous disposez sans l'autorisation de chacune des personnes. Aux États-Unis, vous pouvez. Quant à l'éthique, excusez-moi, dans un tribunal, on lutte selon ce que dit la loi, pas selon l'opinion éthique des gens. Ensuite,
Ensuite, non, la jurisprudence, c'est une interprétation de la loi qui prévaut ensuite comme interprétation de la loi et donc comme la loi. Mais c'est pas éthique. Parce que sinon, pourquoi pas la religion, hein? Non, mais on a compris, hein. Voilà. Ensuite, la technologie est toujours en avance sur le droit. Le droit est ce qui vient en dernier. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose, on le fait, et ensuite le droit nous gratte la tête et dit mais comment je vais faire pour réguler, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est toujours trop tard. Donc le droit, toujours en retard par rapport à la technologie. Ensuite, il faut distinguer ce qui est civil et militaire, l'application civile et militaire. L'application civile, c'est vrai qu'on peut plus facilement réguler que les militaires, parce que là, vous travaillez dans une zone noire, vous ne savez pas ce qu'ils font en réalité. Et contrairement à ce que Aria vous avait dit, parfois, on accepte que le drone tire automatiquement parce qu'il est plus efficace. Il y a des dégâts collatéraux. C'est le problème, ça peut être d'autres. Oui, ça peut être tenu toute armée. Ensuite, avec les industriels, on essaie de travailler à l'avance, c'est-à-dire on essaie d'apporter des garanties juridiques by design, autrement dit, lors de la conception du logiciel. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que les intérêts sont tout à fait contradictoires. Je donne un exemple pour la voiture autonome. Si on a un accident aujourd'hui dans les voitures conduites normalement, eh bien c'est le chauffeur ou le piéton ou l'autre chauffeur ou le gars qui était mal garé, etc. On sait qui identifier, ils sont toujours derrière des personnes physiques. Si c'est un accident avec une voiture automatisée, vous allez impliquer qui? Le chauffeur qui lui a acheté une voiture où il ne va pas la conduire et qui utilise son téléphone, c'est sûr, ou le gars qui a fait la voiture, ou le gars qui a fait la carte électronique, ou le gars qui l'a implanté, ou le gars qui a écrit le logiciel. La Tesla était à Toulouse. Elle était là. Oui, non, mais pour l'instant, je vous donne un exemple de la Tesla. Pour l'instant, ils ont un chauffeur responsable Oui. dans les Tesla. Pour l'instant, tous les véhicules autonomes, il y a toujours un chauffeur dedans. En Californie, il y a un nouveau code de la route pour les voitures autonomes. Donc, pour l'appliquer, il est écrit. En France, ça n'existe pas. Et la Tesla, par exemple, il y a une nouvelle demande de certification qui a été faite, tout simplement parce qu'elle travaille très bien quand elle roule sur une voie. Mais les motos qui peuvent passer en intervoie, en interfile, ben, ils ne les détectent pas et ça peut créer des accidents. Dans un exemple concret de technologie non développée. Voilà, je voulais dire, c'est quelque chose. Vous avez parlé que ce qui bloquait la plupart des gens dans, par exemple, l'utilisation de ce genre de deep learning pour centrales nucléaires, calcul de trajectoire d'avion, c'était le fait qu'on ne puisse pas justifier s'il y avait une erreur, qu'on ne peut pas savoir les décisions qu'allait prendre le logiciel en interne pour arriver à ce qui est considéré le meilleur choix. Mais en tant qu'humain, on a aussi, quand c'est des humains qui gèrent ça, on peut être fatigué, on peut avoir des moments où on est moins attentif que d'autres, même de manière générale, il peut y avoir des problèmes psychologiques qui vont influer les méthodes de réflexion de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que malgré le fait qu'on ne puisse pas justifier l'intérieur des logiciels et que des biais puissent être créés, ils ne soient pas meilleurs que les humains qui peuvent souffrir de coups de fatigue, problèmes mentaux ou autres, qui biaisent également leur raisonnement? En fait, c'est exactement, ça tombe exactement à la discussion que vient d'avoir là, c'est-à-dire que c'est le problème d'acceptation de... Enfin, globalement, si on enlève les problèmes éthiques et juridiques, il y a le problème d'acceptation des gens. C'est que même si une voiture est 2 fois plus sécuritaire qu'un humain, 2 fois ce ne sera pas suffisant, les gens n'accepteront pas, ils ne sont pas acceptés à comprendre que la personne s'est endormie et un truc. Ils ne vont pas trop accepter que la voiture, elle ait eu même si ça arrive 2 fois moins souvent, les gens l'accepteront juste pas en fait. C'est comme les accidents d'avion, les accidents de voiture. Les gens ont plus de mal à accepter un accident d'avion qu'un accident de voiture. Alors que l'avion est beaucoup plus sécurisé que l'avion. C'est plus un problème d'acceptation et quand ils veulent vendre des voitures. Admettons que, théoriquement, imaginons que l'acceptation ne sera pas un problème. De votre avis d'expert, actuellement, qu'est-ce qui est le plus sécurisé pour des situations critiques comme gestion centrale nucléaire ou trajectoire d'avion entre une équipe d'humains experts mais susceptibles à des coups de fatigue
un logiciel prévu pour, mais qui ne justifie pas l'intégrité de son raisonnement. Ça dépend du niveau d'expertise, mais pour une voiture c'est clair. Enfin, je veux dire, la voiture, elle conduira mieux que nous. Il y a longtemps que c'est dépassé. C'est ça. Alors aujourd'hui, elle a des problèmes, il y a plein de problèmes sur tout le monde cartographié, sur les elle nous conduira mieux que nous, simplement parce qu'elle n'est pas maîtrisée, elle respecte le code de la route. Rien que ça. Et si les gens respectaient le code de la route, il y aurait très peu d'accidents. C'est pas le cas. Donc elle va le respecter, donc forcément, je veux dire, elle aura moins d'accidents, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un problème que ce soit plus efficace pour conduire. Il y a des tâches que ce ne sera pas forcément le cas. Je ne me ferai pas opérer directement par un algorithme, par exemple, un développement. C'est une expertise que clairement c'est difficile à apprendre. Par contre, une voiture, aujourd'hui, moi personnellement, si on voit une voiture autonome, personnellement, je la prends. Je peux dormir dans la voiture, elle conduira mieux que moi, et moi je préfère dormir que conduire. Est-ce que, juste avant de terminer, parce que je pense qu'il y a pas mal qui veulent aller manger, est-ce que les gens ne seraient pas prêts à accepter, plutôt que de continuer à conduire, à faire des accidents à cause de l'état d'ébriété, etc., les gens ne seraient pas prêts, vous dites, à accepter le fait que conduire provoque 2 fois moins d'accidents, seulement 2 fois moins d'accidents? Je suis pas sûr. Là, pour le coup, ça dépasse complètement mon champ de compétence, mais je vous dis ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 1000 fois. Mais est-ce que les philosophes qui parlent dessus disent que les gens acceptent, c'est déjà le cas pour l'avion, il y a beaucoup plus de gens qui ont peur de l'avion qui ont peur de la voiture. Et c'est globalement un facteur 1000 entre les deux. Et pourtant, il y a des gens, peut-être même plus que 1000, il y a des gens qui vont se dire j'ai peur d'aller dans l'avion. Clairement, il vaut mieux prendre l'avion que sortir dehors à pied. Il est énorme la science. Ah non, au kilomètre. Non, mais l'acceptation, c'est quelque chose de global. Il faut que la population globalement l'accepte, sinon ça passe pas. Si la population globalement l'accepte pas, il y aura plein de procès, il y aura plein de choses, ça passe pas. Un exemple concret, les gens n'acceptent pas que la distance entre deux voitures laissées sur l'autoroute soit contrôlée par des drones. Aujourd'hui, les gens disent non. Les gens n'acceptent même pas qu'une voiture les oblige à mettre la ceinture de sécurité. Enfin, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de puissance. Non, mais je veux dire, il y a quand même toute une part, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, même pour nous, donc il y a toute une part de. C'est pas facile de raisonner de manière logique sur ces problèmes-là. Y compris tout ce qu'on entend parler sur des injustices, toutes les peurs, qu'est-ce qui se passe, que la voiture est liée à avoir des Le fond de ma question, c'était plutôt de savoir si est-ce que les autres personnes, ceux qui ne sont pas conducteurs, qui ne sont pas passagers de la voiture, est-ce qu'ils seraient prêts à faire plus attention? Globalement, ce qui intéresse la personne qui bosse là-dessus, c'est des vendeurs de voitures. Ils veulent séduire la personne qui conduit. Mais éviter les accidents, ça profiterait à la fois aux vendeurs, puisqu'il y a ce serait un argument de vente. Je suis complètement d'accord. Et aux civils qui ne se feraient pas écraser, ce qui est quand même assez important. Le civil, globalement, c'est pas vu comme celui qui se fait écraser, c'est celui qui a pas de. Non mais je suis d'accord avec toi, j'exagère, je suis complètement d'accord. Ce que je dis, c'est que dans la vraie vie, globalement, il ne faut pas qu'on fasse. Les gens ne sont pas raisonnables. Voilà. Les gens respectent un passage piéton, respectent. Les gens savent que rouler en état d'ébriété, c'est pas une bonne idée, tu l'as dit quand même. Les gens le savent. Les gens le font quand même. Mais les gens doivent commencer à gagner après l'idée. La gagnante de l'idée, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer chez eux. Hier, il y a eu une jeune qui s'était écrasée par une enneigeuse.